d'être à nouveau parmi nous. Et ce soir, nous avions décidé, initialement c'était déjà prévu, mais de continuer ce questionnement à travers la conversation numéro 3 que nous avons volontairement intitulée méthodologie, pour mettre en évidence encore une fois la richesse et peut-être l'intérêt, et peut-être encore plus peut-être pour nous qu'ailleurs, l'intérêt d'une méthode développée par Alison chez Méthode, sa méthode. Ça sera le sujet de la discussion de ce soir. Donc, effectivement, c'est une conversation. Christian m'a dit que c'était la dernière conversation. Comme le dernier métro, comme ça. Celui qu'il ne faut pas rater. Le dernier wagon, celui d'Alphonse Allais, vous laissez guillemets. Donc alors, à cette conversation participe Mauvais Cohen. Je dis que nous étions des compagnons de route, je pense que c'est une sorte d'allusion comme ça à notre parcours. Effectivement, on s'est rencontrés il y a un certain temps, en 1961, devant le lycée. Nous faisions nos études ensemble, parce que nous participions à une manifestation, puisque le lycée avait été classifié par l'OAS, l'Organisation d'extrême-droite française, dans les derniers soubresauts de la guerre d'Algérie. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Donc, effectivement, on a parcouru comme ça presque 50 ans de compagnonnage, de promenade dans le Vivarais, bicyclette, de découverte d'un pays, l'été, qui était ce pays de la sérificulture, avec ses magnaneries, ses maisons en ruine, ces peintres de Montparnasse et ces paysans qui, pour la dernière fois, cultivaient cette terre, désormais livrée au tourisme de masse. Et donc, on était à la fois dans une sorte de plaisir comme ça de la découverte de cette leçon de géographie, et puis en même temps le sentiment plus ou moins palpable qu'on était en présence d'un monde qui bascule. Et donc je raconte ça parce que au travers de cette leçon de choses, de l'histoire, de la géographie, du goût que l'on partageait pour aller ensuite de retour dans la région parisienne, sur les terrasses de l'aéroport d'Orly, sud, quand les terrasses étaient encore ouvertes, avant qu'elles ne servent de décor au film de la jetée, plus inquiétant dans ces perspectives. Comme ça. On était là le dimanche et j'étais impressionné parce que Jean-Louis connaissait le nom de tous les avions, le prénom aussi, c'est-à-dire le nom de l'ingénieur polonais qui avait dessiné le train d'atterrissage, et que cette curiosité ne l'a pas quitté non plus. Et que d'une certaine façon, il y avait dans cette tentation encyclopédique, cette façon de considérer le monde comme une notion de chose, quelque chose qui n'est pas très différent du décor dans lequel nous sommes, transposé dans une autre époque. C'est-à-dire que là, entouré de ces portraits, sous le ciel des abeilles, on n'est pas absolument dans le contraire de ce que je viens de raconter d'une façon un peu naïve. Et qu'il y avait dans cette façon qu'on avait d'approcher le monde, dans le passage de l'enfance à l'adolescence, comme ça, entre l'engagement politique, la découverte de la vie, la campagne et la ville, les avions et les ingénieurs, ce basculement au fond de la ville dont on découvrait à l'époque où Jean-Luc Godard a filmé deux ou trois choses
que l'on apprenait d'elle aussi, elle, la banlieue parisienne. Comme Marina Badi, tantôt russe, tantôt française, dans les 4000 de la Courneuve, on s'intéressait finalement à ce qui est devenu de fait le véritable sujet de mon travail et du travail de l'agence. C'est-à-dire d'une certaine façon le monde tel qu'il est. Et la question c'est à quoi sert l'architecture dans ce monde-là, dans le monde tel qu'il est, dans ce parcours un peu elliptique que je viens de redécrire, et la question sur la méthode nous renvoie aussi à la question de la séparation des disciplines et d'une certaine recherche d'une forme comme ça de connaissance plus encyclopédique du monde d'aujourd'hui, dont on nous dit qu'il est trop compliqué pour être perçu de cette manière-là. Et puis, donc Christophe Giraud, on a fait connaissance plus tard, au travers d'amis rencontrés dans une pérégrination plus américaine, sur la côte ouest des États-Unis, où j'avais été invité par Mark Twain, et qui m'avait parlé de Christophe, que j'ai rencontré ensuite de retour à Paris. Et j'ai découvert un jeune homme curieux, français et pas français en même temps, européen d'une certaine manière. Et on a travaillé quelque temps en visitant les Champs-Élysées, en essayant en participant à un concours sur les Champs-Élysées quand je travaillais à l'agence, et puis en allant au Maroc sur les traces de Forestier, de Prost de ce pays et de ces villes que Jean-Louis a parcouru à sa manière d'une autre façon, en reconstituant comme ça ce chaînon manquant, en quelque sorte, de la formation des grandes villes françaises avec cette aventure marocaine et cette continuité de l'architecture d'avant et l'après-guerre de l'autre côté de la Méditerranée. Donc on s'était essayé comme ça à la construction à Marrakech d'une ville qui serait inspirée des techniques de construction en terre et on essayait de revisiter comme ça, alors que la demande était de faire un golf. On avait proposé de faire un golf sans arrosage, des maisons en terre battue. On avait exploré le tas de lacs et les enduits sophistiqués. Et notre aventure s'était terminée avec la première guerre du Golfe, soit celui à l'autre. Et dans une sorte de fin de non-recevoir. Et puis ensuite, on avait partagé à Versailles l'ouverture de l'école du paysage au reste du monde. Et puis Christophe avait été comme ça, de fil en aiguille, invité à Zurich, où on s'est retrouvés il y a peu de temps. Alors je décris un peu succinctement ces parcours pour dire que dans les visites qu'on a pu faire, il y a aussi de cela. Il y a aussi d'une façon de passer sans cesse la frontière du public et de l'intime, du collectif et du privé, et que la méthode, elle est aussi une façon de penser qu'il peut y avoir une relation entre ce que l'on pense, ce que l'on sait et ce que l'on fait. Ce qui paraît une évidence, comme ça, ne l'est pas comme ça. C'est-à-dire cette décision de briser le miroir, d'une certaine façon, qui sépare la sphère publique de la sphère privée, et peut-être à l'origine de ce qui fonde la méthode et la conception que je peux avoir de l'engagement,
est peut-être celui que nous pratiquons dans l'agence. Et l'exposition de livres et conversations que nous menons sont un peu le reflet de ça. Et si je parle de ça, c'est qu'il s'agit aussi de la ville, des maisons, des appartements, des équipements, des lieux dans lesquels on est à la fois dans la sphère intime et dans la sphère publique. Et qu'il paraît très important d'accepter que le travail sur l'architecture, l'urbanisme, le paysage, la ville, ce que l'on voit et ce que l'on montre dans cette exposition, dans ce livre, dans le petit livre qui sera publié, qui va paraître et distribué prochainement, c'est une tentative, au fond, de poser devant vous la fabrication des choses et de se dire que la fabrique de tout cela peut être une fabrique partagée, en tout cas à une nouvelle. Donc, c'est quelques mots. Je suis aussi équipé d'un micro, c'est une vraie conversation. Oui, donc Alexandre rapportait quelques épisodes anciens qui nous ont rapprochés, qui nous ont aussi constitués comme étant, abordant l'architecture chacun à notre manière. Alexandre est passé par le paysage et pour arriver à l'urbanisme et à l'architecture. Aujourd'hui, il y a une activité dans laquelle les trois dimensions se nourrissent l'une autre, une pratique très originale de ce point de vue. En ce qui me concerne, je me considère comme un architecte défoqué, passé par l'architecture, mais ayant rencontré l'histoire. Et je voudrais dire sur cette question, la méthode évoquait un épisode, et j'abandonnerai très vite cette complaisance autobiographique, même si elle est conduite à deux. Un épisode auquel nous avions contribué tous les deux, qui était l'élaboration d'un des projets du concours du Parc de la Villette à Paris en 1982. On se souvient aujourd'hui du projet lauréat de Bernard Choumi, une espèce de grand flipper liquidant toutes les notions communément admises, y compris la notion de jardin, mais qui fut en partie construit. On se souvient du projet de Collins, le projet qu'Alexandre avait élaboré au sein d'un petit collectif dont j'étais, posait déjà des questions, était déjà riche des démarches et des éléments de méthode que l'on trouve aujourd'hui dans les projets présentés à la salle du Faubourg. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il s'agit d'une méthode fixe, d'un script qui serait simplement adapté, ajusté en fonction des conditions, c'est qu'il n'en est rien, que la contribution d'Alexandre est précisément celle d'une réinvention méthodologique qui se fait au travers d'une connaissance du terrain qui fait parfois de lui le véritable maître du terrain, et c'est une attitude qui lui a joué des tours professionnellement. Certains élus ne supportent pas qu'un étranger connaisse mieux leur ville qu'eux et le font payer. Je suis convaincu que cette relation jalouse des usagers, des techniciens est à l'origine de quelques-uns des conflits dans lesquels Alexandre a été pris pendant son parcours. Pour revenir à la Villette, de quoi s'agissait-il? De faire un parc en bordure de Paris? Est-ce que nous avions pratiquement à la limite, articulant, reliant et coupant surtout Paris et la banlieue, la démarche de ce projet avait été précisément de répondre au programme utopique qui avait été formulé, mais de répondre aussi à un programme topique qui ne l'avait pas été, qui était de créer un grand parc public dans lequel, et on ne parlait pas beaucoup encore à l'époque de la crise et des problèmes de la banlieue, mais l'idée était d'en faire un équipement métropolitain et de le faire en utilisant à la fois l'échelle des grands réseaux, d'ouvrir sur ce parc les lignes de métro de Bordeaux, mais aussi de travailler autour des textures les plus fines des jardins de la banlieue parisienne. En l'occurrence, le thème avait été celui des jardins avec les murs coupe-vent et accumulateurs de soleil, et construits à Montreuil, par exemple, depuis le début du XVIIIe siècle, et dans lesquels on cultivait des pêches exportées jusqu'à Saint-Pétersbourg,
et d'autres fruits plus exotiques. Donc l'idée de ce parc, la méthode était celle d'une rencontre, d'une articulation entre la saisie fine par la connaissance du terrain et de ces matières de la réalité, et dans le même temps la conscience de son inscription dans une entité métropolitaine plus vaste. C'est une démarche qu'on regrette de ne pas avoir vue à l'œuvre dans la plupart des projets que certains d'entre vous connaissent, qui ont été élaborés pour répondre à la commande d'un Grand Paris émise par le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui, bien que cette commande, qui était à l'origine une commande monumentale, donnez-nous des formes qui nous permettront de faire atterrir les investissements de la grande promotion sur des terrains neufs autour de Paris, c'était la commande implicite. La réponse a été différente parce que beaucoup d'architectes se sont associés à des observateurs plus subtils et à des équipes de recherche, mais peu d'équipes ont pratiqué cette connaissance du terrain concret. Alors, je voudrais revenir maintenant sur la sémantique de cette notion de plan guide, donc, qui est un des éléments de la méthode d'Alexandre Chemetov, notamment dans ce grand projet de Nantes, dont on parlera encore, parce que c'est un projet, déjà ce soir, un projet qui suscite bien des réflexions, un projet qu'il faut découvrir, et je vous invite à traverser un petit morceau d'Europe pour y aller. La notion de plan guide me fait penser à qui est un terme double, me fait penser pour chacun de ces éléments composants à des significations multiples. Évidemment, le plan, c'est ici la représentation de la ville. Ce petit livre se déplie ou se déploie d'ailleurs pour figurer le plan de l'île de Nantes, ou la représentation en plan de l'île de Nantes, telle qu'elle est constituée entre deux bras du fleuve. Mais le plan, c'est aussi évidemment une représentation stratégique. Et donc, dans cette notion de plan guide, je vois à la fois l'idée d'assumer les deux représentations du plan de manière permanente. On se souvient d'un des trois rappels de Le Corbusier à Messieurs les architectes, publié dans l'Esprit Nouveau en 1920. Rappel à Messieurs les architectes, 3, le plan. De quel plan s'agissait-il? Sans doute du plan que l'on compose, et l'article de Corbusier était illustré par des plans d'édifices, mais aussi du plan que l'on conçoit. C'était un projet qui était inscrit dans les débuts de la pensée planificatrice correspondant à la Première Guerre mondiale. Donc ici, plan comme représentation et plan comme stratégie. Mais beaucoup plus intéressant est évidemment la notion de guide. De quoi s'agit-il? De préparer la visite. Autre terme, il y a un lexique Alexandre Chemetovien que l'on pourrait décliner. Dans ce lexique, on trouve la notion de plan, celle de guide, celle de visite aussi, et on pourrait continuer. De quoi s'agit-il avec ce guide? Il s'agit à la fois, doublement, en écho à la dualité du terme de plan, de penser à l'orientation. Ce plan, c'est un dessin qui guide, qui oriente les décisions, qui les situe, qui les inscrit dans une pensée d'ensemble et qui permet de relier la réflexion sur une bordure de trottoir, sur un arbre qui est là et qu'il n'y a aucune raison d'enlever, sur un édifice disgracieux mais pouvant être réhabilité au sens presque juridique du terme. Donc le guide est là pour relier les interventions les plus concrètes à un dessin d'ensemble. Et dans le même temps, le guide est évidemment une aide à la visite. Est une aide à la visite, c'est-à-dire une aide à ce travail de terrain qui me semble caractéristique de la méthode d'Alexandre Chemetov, qui est une méthode, je dirais, de prise de possession du terrain, des projets, aucun terrain n'étant sans trace, aucun terrain n'étant sans histoire, au travers d'une série d'opérations. J'en énoncerai 3, on pourrait en trouver beaucoup. Pour moi, cette opération qui est le fait
de cette pratique de la visite, d'une visite orientée, d'une visite lourde d'intention, c'est à la fois l'arpentage, donc prendre la mesure du terrain, prendre la mesure de ses dimensions, de son échelle, de sa situation relative dans un ensemble urbain, de ses découpages internes. C'est ensuite donc arpentage, ensuite reportage, il faut dire repérage aussi, mais plus profondément reportage, c'est-à-dire Alexandre, excellent dessinateur, est aussi un photographe, et je crois qu'il y a là un propos méthodologique aussi, c'est la captation des atmosphères, des matières, des édifices, la mesure plus visuelle et moins métrique de ce qu'est un terrain sur lequel des projets peuvent se développer. Et le troisième terme que j'associerais à la notion de visite, pour faire une rime un peu facile, serait le colportage, la dissémination, le déplacement, parfois à l'intérieur même du terrain et parfois plus globalement des observations qui ont été accomplies. Donc je voudrais souligner essentiellement pour cette première intervention l'originalité d'une démarche qui n'est pas une démarche coloniale ou néocoloniale, c'est-à-dire une démarche qui, comme cela a été le cas de manière magnifique au Maroc, où précisément le colonialisme de Lyautey, qui était hostile et qui avait été outré par la pratique des Français en Algérie, qui était une pratique de destruction des sites et des villes anciennes, la pratique de Lyautey était une pratique presque postcoloniale dans laquelle l'attention au site, l'attention déjà là, a commandé la réflexion sur des plans d'extension qui n'étaient pas par ailleurs des plans nostalgiques, mais qui étaient des plans attentifs. Et donc cette démarche qui refuse ce qui est souvent la dimension coloniale de l'urbanisme, c'est-à-dire la saisie d'un territoire par un pouvoir, qui infléchit cette saisie en fragmentant la représentation du territoire, en la transformant par le processus de la visite, est une démarche qui est aussi porteuse, évidemment, d'une fragmentation et d'une subversion de la forme qu'ont aujourd'hui en Europe, et en France en particulier, les pouvoirs qui s'exercent sur la ville. Et c'est ce qui rend la conduite de ces projets qui tous, j'en arrête là, sont inscrits dans la durée et ne peuvent exister que dans une certaine durée qui n'est pas celle de l'édification d'un bâtiment, mais qui est celle de la construction d'une culture partagée, qui est celle de l'implantation et de la programmation des bâtiments, qui est celle de la fécondation du sol dans l'ensemble de la ville. Et bien c'est ce qui fait cette dimension subversive de la méthode qu'elle est parfois difficile à avaler. Je ne sais pas si je vais réussir à être aussi explicite et clair Jean-Louis. Je vais tâcher de faire de mon mieux et profiter peut-être du fait qu'on est dans cette salle vénérable pour commencer par parler d'une impression. Je connais Alexandre depuis à peine 20 ans, où je commence à peine à me forger une idée sur son personnage et sur sa méthode. Donc j'ai moins de distance que toi. Je vais peut-être commencer par le point de vue américain, parce qu'on a déjà eu cette discussion ensemble. J'associerai Alexandre avec les penseurs un peu antinomiens de la côte est des États-Unis, Emerson, Thoreau, qui proposaient d'une certaine manière, malgré le fait qu'ils étaient réellement dans une culture libérale, mais libérale au sens noble du terme, je trouve peut-être un peu de noblesse dans cette expression-là aussi, ils prônaient la désobéissance civile. Pourquoi est-ce que je commence avec ça? D'une certaine manière, ce qu'Alexandre m'a appris en termes de méthode, c'est avant tout d'être désobéissant, et ensuite de réfléchir par rapport à la désobéissance et comprendre comment on dérive une méthode. Pourquoi est-ce que je dis ça? Arrivant des États-Unis, j'étais habitué, en arrivant à Paris, puis à Versailles, parce qu'Alexandre m'a fait à Versailles, j'étais habitué dans le cadre de concours, par exemple, à ne jamais remettre en question le brief. Le brief était sacré. Le
on savait qu'il y avait une tonne d'avocats derrière, c'était pas la peine de toucher au griffe, il fallait rentrer, s'insérer dans l'enveloppe et opérer une production par rapport au cadre donné. Ce qui m'a frappé avec Alexandre dès le départ, c'était précisément de remettre en question le cadre, remettre en question la lettre d'intention du client, remettre en question les idées du maire, remettre en question beaucoup de choses, une sorte d'immense boomerang qui permettait à l'esprit de sortir complètement du contexte donné pour ensuite y revenir avec réellement une impression, du moins une intelligence tout à fait différente. Un des exemples qui m'avait le plus frappé, par exemple, lorsque j'étais à l'agence, même si je n'étais pas associé à ce projet directement, c'était le moment où vous aviez construit une immense maquette de Sainte-Geneviève-des-Prés, qui représentait, si je me souviens bien, commune de la banlieue parisienne, qui représentait dans toute sa topographie, dans tout son détail, etc., le lieu tel qu'il était. Et les gens qui sont venus voir ces projets ont été convaincus en fait que c'est un projet magnifique. Le fait de voir leur lieu, la richesse du j'interprète peut-être vraiment. Mais c'était comme ça. Du moins, c'était je me suis dit, mais bon sang. Cette agence, ce bureau réussit à vendre. Alors je me dis, est-ce que c'est le commandant Herzl ou est-ce que ça n'est pas le commandant Herzl? Est-ce que c'est un peu l'allégorie de la vie de l'empereur ou non? Et en fait, je pense que c'était tout est son contraire. C'était effectivement, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de formalisme dans la démarche, il y avait une intelligence vis-à-vis du territoire, une intelligence vis-à-vis du regard, une intelligence vis-à-vis de la mesure qui donnait toute son ampleur à la chose. Petite anecdote que tu n'as pas évoquée, Alexandre m'a quand même apporté à l'école de Versailles, il faisait une confiance aveugle dans ma personne, il m'avait à peine connu. Je me rappelle que j'étais parachuté dans un atelier sur des alignements d'arbres sur les quais d'Ivry-sur-Seine, donc le long de la Seine. Et Alexandre, à peine 3 semaines après m'avoir apporté dans cette école, a disparu de l'école à tout jamais. Ça aussi, c'est un facteur important dans la méthode d'Alexandre. C'est que c'est pas seulement le principe qui est redonné, il y a quelque chose dans la durée, mais il y a aussi quelque chose dans l'interruption qui est réellement fondamental dans sa démarche. Il y a un mélange très intéressant. Il y a un mélange très intéressant d'une confiance totale. J'ai senti qu'on m'avait donné une confiance totale, mais j'aurais pu aussi l'interpréter un peu comme le faisait mon arrière-grand-père. Il prenait ses gamins à 6 ans autour du château, il les balançait dans l'eau. Ils ont tous survécu, ils ont tous nagé, ils sont revenus au bord. C'est une manière d'apprendre à nager. Et je trouve que cette manière d'apprendre à nager, ça fait partie de la raison d'être d'Alexandre. Parce que je lui ai souvent laissé, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas. Je ne sais pas demandé pourquoi est-ce que tu m'as demandé, j'ai dit, pourquoi est-ce que tu es parti de l'école? Pourquoi as-tu quitté l'école? Il a dit, mais j'ai voulu faire mon école, j'ai voulu choisir mes élèves. Et je pense que ce raisonnement-là est quand même très très clair dans la méthode. Parce qu'il y a quand même une démarche, une intelligence, il faut quand même s'associer, avoir une affinité dans l'approche du territoire tel que tu te l'enseignes pour réellement arriver à des résultats. Et dans une école en général, on a affaire à des tempéraments très différents d'élèves et tout ça, qui sont parfois insupportables, qui veulent toujours prendre et jamais donner, alors qu'en réalité, là on se trouve confronté à un autre système de pensée. Je prenais ça comme les jalons un peu de la démarche. Ce que j'ai appris surtout par rapport aussi aux visites qu'on a fait par la suite, c'est qu'il y avait toujours un mélange entre la très grande échelle, c'est clairement grâce à Alexandre que j'ai appris ça, j'avais fait architecture et paysage aux États-Unis avant, mais je n'avais jamais pu appréhender réellement l'échelle de la ville. On parle vraiment de la ville, chaque fois qu'on travaille avec Alexandre, il ne s'agit pas de paysage champêtre, je ne sais quoi, d'une remise en santé bucolique, c'est réellement toute la complexité interstitielle de la ville qui est révélée dans ce regard et dans cette approche. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on allait par exemple sur les Champs-Élysées, on partait de l'unité du pavé, non pas du pavé qu'on jette, mais du pavé dont on sert pour mesurer la ville, pour mesurer réellement les choses, comprendre les éléments, les blocs. Donc il y a à la fois une démarche assez élémentaire, qui n'est pas nécessairement réellement stylistique, mais il y a une démarche qui est réellement cohérente à travers tous les pas. Alors on entend souvent parler de ces différents seuils d'échelle. Ça aussi, c'est une question méthodologique. Et je trouve qu'il y a une maîtrise de cela qui, en fait, ne se confirme qu'avec le temps. Et finalement, ce que je voulais simplement rajouter à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, une des choses qui me paraît absolument fondamentale dans l'exemple d'Alexandre, et je pense qu'à
qu'il y a quelques personnages dans l'histoire, je pense à Sorenson en particulier, ce paysagiste allemand du début du siècle, du XXe siècle bien sûr. Cette patience extraordinaire, cette volonté de s'engager, d'engager sa vie, d'engager son agence, d'engager tout un devenir sur des décennies, car la réalité d'un projet territorial, la réalité d'une échelle territoriale ne fonctionne que dans cette échelle. Voilà, ça n'est pas vrai, c'est pas le dernier concours mirobolant, fluorescent, activé sur écran et je ne sais quoi, qui est vraiment le garant d'un résultat. Et ce que je voulais dire par là, et je vais essayer de boucler là-dedans, ce regard très patient sur le lieu et ce que le lieu porte déjà, c'est-à-dire ce qu'il a comme concrétion prend du temps. Moi, je dois dire, quand je suis arrivé d'Amérique, j'étais à moitié aveugle, je vais dire complètement, mais à moitié aveugle, maintenant je porte des lunettes. Et ce regard, c'est clairement Alexandre, son bureau, et en fait, dans la culture qu'il a entraîné aussi du parti à l'école de Versailles, qui me l'a donné. Et je dois dire aujourd'hui, je vais dire ça de manière peut-être un peu cynique, je me demande en réalité, après tout ce temps, ça va faire 20 ans maintenant qu'il a débarqué à Versailles, je te l'avais demandé aussi, c'était pas involontaire. On peut se demander réellement où se trouve l'école du paysage aujourd'hui en France. Je ne donne pas ma réponse, je pose la question comme ça. Voilà, mais sur un point, c'est vrai que ce rapport à l'enseignement, c'est-à-dire la décision à un moment donné, puisque j'ai enseigné à l'école de Versailles, et j'ai enseigné à l'Institut d'architecture de Genève, et j'ai enseigné à l'école d'architecture de Paris, à l'école de paysage de Versailles. On a voulu célébrer le bicentenaire du potager du roi. Ce lieu, parce que c'était une école singulière, puisqu'elle avait été une école d'horticulture, qu'elle était créée dans le potager du roi, le lieu où la Quintigny, s'inspirant des buratages de Montreuil, avait créé ce microclimat idéal. Et puis ce lieu qui avait été créé au lendemain de la guerre, en 1946, par le général de Gaulle, en disant que la France, pour se redresser de ses ruines, doit fonder une école de jardiniers, paysagiste, qui doivent apprendre à reconstruire le pays démoli par la guerre. Donc, et cette idée-là est une idée très forte, et qui vient tout droit d'ailleurs des expériences marocaines de quelqu'un comme Claude Nicolas Forestier, et de son parcours finalement qui va des promenades de l'école forestière de Nancy jusqu'au jardin de Bagatelle et au plan de la Havane en passant par le Mont Juif à Barcelone. C'est à cette idée qu'il y a une proximité comme ça entre la discipline des eaux et forêts, enfin de l'école forestière, celle de l'école du jardin et la fondation des villes. Et cette conscience-là, elle est très claire dans la création de l'école de Versailles, même si ensuite elle ne suit pas exactement ce chemin. Et moi, j'avais été frappé, et donc on avait fait une exposition à l'occasion du bicentenaire de cette école pour retrouver, au fond, cette fondation de l'école, cette origine, et ça avait façon de montrer qu'elle avait à la fois une origine dans l'horticulture et le progrès de l'horticulture, le climat, ce qui était lié au climat, la maîtrise du climat, et tout ce qui était aussi ce versant urbain et cette idée de ce rôle particulier de personnages comme Forestier et d'autres qu'on découvrait à cette occasion. Et puis ensuite, comme je l'ai dit la fois dernière, en venant ici, j'ai trouvé entre la cartographie de l'Éveillé, le travail sur le paysage avec Georges Descombes, le travail sur la restauration des bâtiments, quelque chose qui me semblait aussi, d'une certaine manière, une façon de transgresser comme ça ses limites et de regarder autrement l'état des lieux
que ce soit pour restaurer des bâtiments existants, pour transformer les paysages, pour inventer le programme en faisant le projet, et puis en allant enseigner dans l'école d'architecture à Paris-Tolbiac, et en ayant la responsabilité des 5e années d'étudiants formés au projet presque hors site. Avec les étudiants de 5e année, le projet long d'architecture, j'en avais donc la charge, et je leur proposais de commencer l'année par une visite pour que eux puissent, à la suite de cette visite, formuler le programme. Donc on avait une année le long de la nationale 305, une autre année sur le tour du périphérique, une 3e année le long de la Vienne, une 4e année sur la commune d'Arcueil. Et à chaque fois, on passait le premier trimestre à inventer, à repérer, à visiter, à essayer de comprendre les sites, à formuler le programme et à faire que des étudiants en architecture inventent, d'une certaine façon, s'engagent dans le territoire qui existe. C'était une expérience extrêmement formatrice pour eux et très formatrice même. Parce que ce que tu dis sur Thoreau oui, et puis son opposé, c'est-à-dire comme ça Jefferson, mais c'est-à-dire cette rationalité et ce retour aussi vers ce retrait qui est en même temps une forme d'engagement. C'est vrai que ces deux obéissances-là me paraissent essentielles. Et qu'à un moment donné, en pratiquant de la sorte dans l'école de Tolbiac, qui donnait ensuite naissance à l'école dite de la ville et du territoire à Marne-la-Vallée, j'ai décidé de me retirer de cette activité d'enseignement, après avoir fait une première fois à Versailles, une deuxième fois ici parce que j'étais trop absent dans cette école, et une troisième fois à Tolbiac parce que j'ai eu le sentiment à un moment donné que effectivement, je ne savais plus si l'école était un lieu de recherche et à ce moment-là, au contraire, l'agence devait devenir un lieu d'application, ou si l'agence pouvait être un lieu de recherche et d'application en même temps. C'est-à-dire de recherche basée sur l'expérience. Et le projet comme une façon de questionner l'engagement dans la recherche. Parce que et cette distance-là, à un moment donné, j'ai voulu la réduire. C'est aussi le sens de notre association et par exemple de la visite que nous faisons avec Patrick Henry à Blanquefort, c'est de parler de ça. Parce que moi, je suis parfois gêné, parce qu'on me demande pourquoi j'ai arrêté d'enseigner. J'ai le sentiment, oui, d'avoir quitté les écoles, mais de se poser autrement et de penser que dans cet engagement hyper concret, il y avait aussi la possibilité d'explorer autrement la transformation, la limite entre les disciplines, et ensuite pour revenir sur ce que tu disais du Grand Paris, de ne pas me reconnaître dans cette commande formulée de cette manière-là, qui nous éloigne au fond de ce que tu disais de Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est-à-dire une commande ordinaire. Et c'est cette commande ordinaire qui, d'une certaine façon, permettait de trouver le rapport avec le territoire, c'est-à-dire avec un tissu démocratique, une demande formulée parfois de façon maladroite, mais qui nécessitait véritablement d'être construite à partir d'une formulation qui était sans doute un peu à côté de la question. Et je me souviens qu'avec ces élus de Sainte-Geneviève-des-Bois, on a fait une visite. Donc, ils voulaient savoir ce que c'était qu'au fond l'architecture. Et on a dit, on va demander à 10 architectes de montrer, de faire visiter leur projet. Donc on a réuni 10 architectes, on est monté dans un autocar, et on a passé une journée à visiter les projets que chacun d'entre eux avait fait. Et en retour, les gens de Sainte-Geneviève-des-Bois nous ont dit, et maintenant, on va vous faire visiter la ville à notre tour, en autocar, et on a fait cette sorte d'échange, d'aller-retour. Et de ça est née une
certaine façon, cette idée qu'on pourrait transposer sur le terrain de la réalité une forme à la fois de pédagogie, d'échange, de créer des conditions qui permettent au projet de voir le jour et de devenir véritablement des lieux d'échange, de débat, d'invention. Et je pense que, voilà, c'est pour ça que je parle avec vous de l'enseignement, pour expliquer aussi, en fait, un certain aspect du travail qu'on a engagé, ou en même temps on a engagé dans l'agence. Je suis content qu'il parlait de ça dans cette année, parce que c'est vrai que c'est assez important, oui. Et que cette désobéissance civile, pour reprendre ce terme de Thoreau, elle est une forme d'écoute. C'est-à-dire, il y a dans cette exigence, au fond, l'espace du projet ouvre l'idée que la solution, c'est pas le compromis. Que le projet n'est pas un compromis. Que le projet est une forme de position radicale et qui peut s'exprimer d'une façon civilisée. C'est-à-dire, c'est un radicalisme extrêmement courtois et cultivé. C'est-à-dire, c'est ce mélange qui est possible dans l'espace du projet et qui est impossible dans le compromis, et souvent la voie médiane choisie quand on n'est pas engagé dans le projet. Et souvent, je dis, le projet ouvre un espace qui n'existe pas même dans l'espace politique et qui permet de dépasser d'une certaine façon les oppositions, les contradictions, l'indépassable, et c'est à cela que le projet peut être utilisé. Et il me semble que, si vous voulez, pour le projet de l'île de Nantes, mais les autres projets qui sont montrés dans les visites, chacun à leur manière pose le terme et je pense créer les conditions d'une forme d'engagement, mais qui suppose, sans mauvais jeu de mots, d'être engagé par quelqu'un, c'est-à-dire de travailler à l'intérieur d'un espace de groupe. Oui, continuons-nous la conversation, bien, demandons-nous à la salle de s'y joindre, je ne sais pas. Non, je crois que ce que tu dis sur l'enseignement est le fruit de plusieurs expériences qui, pour diverses raisons, ont été malheureuses. Je pense qu'il ne faudrait pas en tirer, je n'en tirerai pas moi-même, qui suis prof et heureux d'être, dans un environnement luxueux qui est celui d'un institut, d'une grande université américaine. J'en tirerai pas quand même si je puis dire, des leçons transcendantales. L'enseignement, dans certaines conditions, l'enseignement peut permettre la production de projets, peut permettre des démarches utopiques, et je crois que c'est malheureusement dans les écoles, dans beaucoup d'écoles que connaissons en Europe continentale, difficile, mais ça n'est pas impossible. Je voudrais revenir sur cette relation entre l'Europe et l'Amérique qu'évoquait Christophe. Il y a aujourd'hui une des dernières modes, et je voudrais te poser une question là-dessus. Je veux parler de cette mode qui, en matière d'aménagement urbain et de projets sur les villes, met en avant le slogan de landscape urbanism. D'urbanisme paysager, pour pas dire d'urbanisme de paysagiste. Une démarche qui a malgré tout cassé pas mal des stéréotypes de l'aménagement urbain, qui met au premier plan je ne vais pas en faire la propagande, mais essayer d'en donner quelques traits distinctifs, une démarche qui s'oppose à l'idée de la composition urbaine, en tant que telle, de la composition architecturale à grande échelle, qui tente de saisir les qualités spécifiques des paysages, leurs échelles, leurs termes peut-être parfois dans le meilleur des cas anthropologiques, et qui se réclame finalement du travail, très fortement du travail d'Alexandre Chemetov, de paysagistes de sa génération, du travail de Michel Corajou et de gens comme ça. Est-ce que
cette démarche, tu la considères comme légitime? Non, parce que en fait, je pense pour moi, elle n'a pas d'intérêt. Enfin, je pense que l'activité des paysagistes, pour dire les choses simplement, n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas une activité en soi. C'est un exercice. C'est un exercice absolument important qui détermine une manière de penser, l'architecture, l'urbanisme, la façon de construire, etc. C'est presque une culture du projet, mais ce n'est pas véritablement un champ d'application, c'est pas véritablement, pour dire les choses d'une manière, ça n'est pas un métier. Je trouve qu'à partir du moment où ça devient une activité délimitée professionnellement, ça devient véritablement un travail qui s'exprime pour sa meilleure part et son pire versant dans l'aménagement à New York de la High Line. C'est-à-dire la recomposition artificielle d'une sorte de naturalité qu'on a en même temps extirpée au profit d'un espèce de surdessin évoquant l'idée même du processus comme étant le fondement du projet. Et c'est pas du tout le choix. Le choix que je fais, c'est véritablement de se servir de cette culture du paysage, du site, de la connaissance, de la géographie, etc., pour travailler, pour envisager le projet sans a priori sur aucune des catégories. Mais en fait, d'une certaine façon, c'est une manière de faire de l'architecture, pour dire les choses simplement, dans le langage courant, pour se faire comprendre. Parce que sinon, c'est une façon c'est une sorte de position que je trouve extrêmement paradoxale et très confortable d'une certaine façon, et qui s'affranchirait des vicissitudes, des difficultés, voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout ça. D'une certaine façon, quand on s'occupe d'un projet comme celui de Nantes, on est totalement impliqué dans la fabrication, l'invention de chacun des programmes construits. Et nous en faisons nous-mêmes, nous les expérimentons nous-mêmes ailleurs, et puis aussi, par exemple, sur le site de Nantes, en bossant dans la transformation des nefs ou des cales, comme un exercice auquel nous-mêmes, on ne s'affranchit pas, qui devient un champ d'expérience dont on ne saurait se priver, c'est-à-dire que et le fait d'avoir pris la décision comme ça, de franchir ces limites-là, et de considérer que l'exercice du jardin ne pouvait pas être était un exercice intéressant dans la mesure où il n'était pas répétitif. Comment, découvrant la végétation spontanée sur une dalle, ça nous met dans une autre position avec le rapport avec ce qui existe. En fait, c'est une façon d'expérimenter, de s'essayer à quelque chose qui est le projet urbain plus vaste. Ça n'est pas c'est une sorte d'exercice dans les travaux pratiques auxquels pourrait se livrer un urbaniste pour s'essayer, au fond, à la forme urbaine d'une autre manière. Comme si la pratique du jardinage, dans sa forme la plus élémentaire, était une sorte d'essai. Et de la même façon, quand on s'intéresse aux murs qu'on démolit, qu'on reconstruit, qu'on reprofile, comme la condition du rapport du projet, par exemple, de Nicolas Michelin avec le jardin,
ce mur est une façon de faire qu'on s'essaye, au fond, dans la conservation de ce mur, on le pose comme un élément du projet. Et à ce moment-là, on n'est pas en train de décrire un processus, on n'est pas en train de s'isoler dans une sorte de domaine qui serait de l'autre côté, mais d'entrer dans le domaine des uns et des autres, de passer de l'espace public à la botanique, à l'essai du jardin, à l'économie du projet architectural, à la méthode de choix d'un promoteur d'abord, puis d'un architecte, au fait de choisir, par exemple, dans un jury, un architecte qui n'a jamais construit de logement, comme Nicolas Michelin à ce moment-là, et d'arriver à faire comprendre que ça serait une qualité de choisir quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose, parce que le fait de le faire pour la première fois, c'est plus intéressant. Eh bien, toute la culture est construite autrement. Et quand Christophe dit qu'il faut désobéir, quand tu me poses la question de savoir si je me reconnais dans les paysagistes qui se revendiquent du paysage dit à la française, non, je ne me reconnais pas du tout. Et je conteste d'ailleurs, l'idée qu'il puisse y avoir comme ça une espèce de petit monde du paysagisme qui vit un peu tranquille à l'abri des stars de l'architecture internationale pour pouvoir produire des sortes d'esquisses géniales qui ne les engagent pas. Sur le terrain sur lequel on travaille aujourd'hui, dont on vient, on en voit les effets. On était pas plus tard qu'hier à Saint-Étienne, où on voit bien que l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il n'est pas dans le paysagement, l'enjeu n'est pas dans les objets posés dans le territoire, l'enjeu, il est ailleurs. Et cet ailleurs-là, il est effectivement, il suppose d'accepter soi-même, de faire sérieusement le métier d'architecte, en construisant des immeubles d'habitation, et de faire en même temps l'exercice du jardin dit maman, et la reconnaissance de plantes dites mauvaises, et de faire en même temps le plan d'urbanisme de l'Île-de-Nantes autrement. C'est-à-dire que dans ces trois disciplines-là, il n'y en aurait qu'une seule, qui serait évidemment inspirée par cette formation au paysage, au milieu vivant, à l'idée du monde et de l'interaction entre les choses du monde, à l'idée de l'écologie dans ce qu'elle a dans cette intelligence de l'interrelation des choses les unes avec les autres. Et pour autant, on peut se dire qu'à chaque fois qu'on est engagé, on est aussi engagé par quelqu'un, par contrat, avec le souci de respecter le contrat, de faire les travaux sans dépasser le budget, dans les temps, dans l'économie d'un projet, dans l'économie de notre temps, et que, si vous voulez, la pensée n'est pas une façon d'échapper à cette responsabilité. C'est-à-dire la désobéissance, elle est une forme d'engagement dans un autre sens, et je voulais simplement dire, pour faire comprendre, que le budget qu'on avait inventé dans l'île de Nantes à propos d'un chiffrage de l'ensemble des espaces publics, on l'a respecté au centime près dans le décompte des travaux qu'on a fait. Je veux dire par là que ce soit dans un sujet ou dans l'autre, je pense que c'est ce qui fonde aussi un peu la particularité du travail, notre manière de conduire, et j'essayais pas, et je ne dévalorisais pas, et je ne méprisais pas du tout, au contraire, parce que c'est quelque chose qui m'a totalement formé à cette exigence-là, l'engagement dans l'enseignement. Simplement, à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin j'ai éprouvé un malaise très grand à délivrer des diplômes d'architecte à des étudiants et de ne pas avoir été totalement au bout de cette expérience moi-même. Et j'ai trouvé que ça n'allait pas. Et d'une certaine façon, à partir du moment où je me suis mis dans cette position, et qu'on avait en quelque sorte mis en place une espèce d'espace critique dans une école, il fallait aussi pouvoir s'en écarter pour l'expérimenter soi-même et considérer que comme le jardin était un lieu d'expérience, comme
l'exercice de la construction est un autre lieu d'expérience, comme sur le chantier, par exemple, du bâtiment du centre commercial d'Angoulême. On allait construire des murs sur le site pour essayer de comprendre comment on pouvait faire de la maçonnerie. Il me semble qu'il est nécessaire à un moment donné de se confronter, parce que c'est un vrai plaisir aussi, avec ce rapport tout à fait concret. Vous voyez comment je me situe par rapport à cette question. Et c'est vrai que je me sens plus en affinité avec Gareth Egbo, par exemple, qu'avec les paysagistes. Gareth Egbo, paysagiste américain, formé sous Moody, il est très actif dans les années 50, 60 en Californie. Et qui raconte pourquoi, à deux habitants d'une même rue, pourquoi c'est mieux d'habiter une maison moderne. Et qui fait ce texte absolument extraordinaire, qui est un des textes pédagogiques sur le plaisir d'habiter une maison moderne dans la Californie, et en profitant comme ça de ce passage libre entre le dedans et le dehors, et c'est magnifique. Je voulais simplement ajouter un point sur le landscape urbanisme. C'était une provocation. Oui, j'ai bien compris. Et le dernier livre de Lars Müller qui s'appelle maintenant Ecological Urbanism, c'est encore une couche de plus, c'est Mustafa qui a sorti ça cette année. Donc, je voulais simplement dire, je pense qu'il ne faut pas confondre le fond et la forme. Ils ont tout à fait raison de dire que le paysage appartient à l'urbanisme au paysage. Je pense que le fond est juste. La forme est désastreuse. Pourquoi est-ce qu'elle est désastreuse? Parce qu'en fait, ce sont deux écoles de pensée qui se rencontrent. C'est le système de Kevin Lynch, MIT, qui rencontre McHarg de Pennsylvanie. Ce sont des systèmes de cartographie, donc ils parlent beaucoup de mapping, mais ils parlent aussi de plans, de cartes. Mais à la différence près qu'ils ont l'impression de créer une méthode universelle, c'est-à-dire en superposant, en faisant des analyses pas vraiment purement graphiques, cartographiques, ils développent un projet, plutôt que de faire du terrain. C'est-à-dire que la grande différence, je dirais, dans la démarche, c'est que tout est vrai. La terminologie est juste, le paysage est urbain, l'urbanisme est paysage, on pourrait même être écologique. On a des cartes, mais au niveau de la carte guide, du moins du regard porté sur le territoire, là, on diverge complètement. Ce sont des systèmes très différents. Et d'une certaine manière, c'est pas pour défendre le landscape urbanisme, il faut quand même comprendre qu'il est issu d'un contexte très particulier en Amérique, avec le fameux New Urbanism, qui est une forme un peu tendancieuse à la sauce Krier, à Lamborghini, de refaire la vie historique un peu partout, de préférence de manière fermée, dans les fameuses gated communities. Et le landscape urbaniste, c'est toujours targué du contraire, du moins ils n'ont jamais été avocats de ça. Donc c'est une situation délicate à comprendre, et je ne suis pas convaincu qu'elle soit transférable au contexte européen aussi facilement que ça. Et c'est peut-être une chance d'ailleurs. Oui, je crois qu'elle est enracinée, elle utilise certains contenus, certains modèles européens, le fait dans un contexte commercial, dans un contexte celui d'un humanisme de spéculation, parfois dans un contexte de politique publique, comme c'est le cas dans des grandes villes comme New York ou ailleurs. Et je crois aussi qu'une dimension, au travers de toutes ces pratiques, des pratiques qui sont aussi fondées sur des positions stylistiques, un style landscape dans l'urbanisme. On est vraiment aux antipodes de la démarche d'Alexandre, qui précisément est une démarche qui ne se réduit pas à ce que l'on considère habituellement comme les outils. La métaphore de l'outil est toujours difficile à utiliser, mais acceptons-la provisoirement, avec ce qu'est la boîte à outils du paysagisme, de l'architecture, de l'urbanisme. Et l'urbanisme, je voudrais là relever l'importance dans la démarche suivie à Nantes ou dans d'autres lieux d'une dimension qui est une dimension poétique et qui est liée à la projection ou l'activation sur un territoire donné d'une connaissance historique, d'une connaissance littéraire, d'une connaissance artistique, d'une connaissance cinématographique. Donc je dirais que la culture professionnelle qui est en jeu dans ces situations
elle est limitée si elle n'est pas activée, fécondée par d'autres regards. Et c'est ce faisceau de regards différents que Alexandre pratique grâce à l'ampleur de ses lectures, de ses intérêts artistiques. C'est cette démarche qui fait toute la différence, c'est-à-dire qui précisément sait révéler non pas l'indicible, mais l'imperceptible à l'œil nu, et sait construire une matière de projet, une matière de transformation totalement différente. On peut dire qu'il y a... Je ne comprends pas que l'on puisse travailler. Je ne conçois pas pouvoir travailler dans un pays comme la Chine. Parce que je pense que la façon dont on travaille suppose qu'on soit dans un environnement et un système politique démocratique. Or, la Chine est une dictature mêlée à l'économie de marché. Je ne comprends pas. Enfin, là, ça n'est pas, oui, ça n'est pas contradictoire. Je trouve que c'est totalement inacceptable pour moi de me prêter, d'être forcément le jouet de ce système beaucoup plus fort que nous tous, quoi. Et donc, je ne ferai jamais. Et je ne comprends pas les gens qui le font. Et pour ça, c'est pas simple. Si vous voulez, mais pour poursuivre, je dois rebondir un peu sur cette idée. Ce que vous évoquez sur l'urbanisme. Je pense que je finis par ne pas aimer véritablement ces terminologies. Parce que derrière la terminologie d'urbanisme se cache maintenant tout et à peu près n'importe quoi. Et ce qui me semble une discipline extrêmement intéressante, un mouvement de pensée extrêmement intéressant, en fait devient une espèce de pratique terrifiante, qui s'exprime d'ailleurs au travers de la consultation du Grand Paris dans son cynisme le plus total. C'est-à-dire qu'on est en train de reproduire ce qui a été l'aménagement de la région parisienne depuis la fin de la guerre, mené par de l'ouvrier, ancien préfet d'Alger, donc reproduisant les méthodes coloniales éprouvées ailleurs sur l'aménagement de la région parisienne. On reproduit au fond ce que la Caisse des dépôts et consignations a toujours su faire, acheter les grandes emprises agricoles pour les lotir, pour les construire, les acheter à un seul propriétaire, et le faire avec la caution d'architectes de préférence connus, conséquents. Et ça a toujours été comme ça. Et c'est toujours comme ça. Et cette persistance, c'est-à-dire par exemple dans le projet du Grand Nuit proposé autour de Paris, sa singularité, c'est qu'il distribue, il irrigue, il dessert des terrains agricoles non bâtis aujourd'hui, qu'on va pouvoir acheter d'une seule pièce pour les donner en pâture aux gens qui vont financer le système de transport. C'est extrêmement transparent, c'est comme ça qu'on a fait les villes nouvelles, et c'est comme ça qu'avant les villes nouvelles, on avait fait les grands ensembles. Donc on reproduit strictement le même système, personne ne le dit, personne ne le dénonce d'une façon aussi claire que ça. Il va sans doute falloir le faire, et quand vous m'avez demandé de contribuer à ce numéro de la revue critique qui dirige sur Paris, et en parlant d'une façon plus allusive de la scène, vous avez le sentiment d'avoir dit les choses, mais je pense que je ne les ai pas dit d'une façon suffisamment claire et suffisamment explicite, parce que ce n'est pas le mode de transport qui est seulement critiquable, c'est la conjonction entre la commande, par exemple, du président de la République sur un territoire sur lequel il n'est pas totalement légitime, en tout cas dans cette fonction-là. C'est la façon d'aller solliciter la contribution de grands architectes, de remettre ensuite le projet à un
secrétaire d'État, chargé de faire un système de transport totalement cynique et desservant des terrains différents. À partir du moment où on se dit que la terre agricole a de la valeur dans la région parisienne, et que, par exemple, on pourrait décider de cesser de construire sur les terres qui ne sont pas déjà bâties, comme le propose d'ailleurs le code de Rennes, dans ses fondements mêmes, eh bien, on ne le fait pas. On va chercher la contribution d'équipes sans doute intelligentes et informées, et qui sont utilisées d'une manière absolument terrible. Et là où je voulais en venir sur la question de la méthode, c'est comment on déplace cette méthode, au fond, comment on se sert de la transformation de la ville, de la constitution de la ville, comment on le remet dans l'espace public, au sens fort du terme, et comment on le remet dans un espace démocratique pour répondre aussi à l'autre question. Et ce qu'on n'est pas du tout en train de faire avec ce processus mental. Je vais poser une question de manière aussi peut-être à susciter l'intérêt des personnes qui sont dans la salle et qui voudraient également poser une question. Et ça rejoint exactement finalement la conclusion pré-conclusion de ce que tu viens de dire. Sujet de cette méthode. Une méthode, au fond, ce qui est remarquable, ce qui a été perçu comme remarquable dans le cadre de l'exposition de droit de visite qui a été présentée pendant 2 mois, et tu l'as longuement précisé dans le cadre de tes présences, c'était au fond de mettre en évidence en quelque sorte ce droit que tu te donnais de remettre en cause constamment, ça a été dit, le programme, l'intérêt d'un maire, à la limite sa légitimité culturelle, le fait de peut-être de substituer d'une certaine mesure à des personnes qui sont les élus, les utilisateurs, les techniciens, et tu en as parlé, enfin Jean-Louis Fenn, je crois, en a parlé tout à l'heure. Le mot méthode est aussi quelque chose qui, si on fait référence à la méthode solfège, ou n'importe quelle autre méthode, c'est au fond une écriture qui permet de pouvoir valoriser la transmission. Donc on cherche derrière la thématique de la méthode, au fond, le fait qu'il y ait des suiveurs, des gens qui vont, d'une manière ou d'une autre, pouvoir revendiquer la provenance de leur pensée, de leur méthodologie, qui aura été acquise à travers, au fond, une base, celle que tu peux peut-être donner, mais celle aussi qui a été donnée dans différents textes, différentes structures méthodologiques. Et là se pose une question, à mes yeux, qui est assez paradoxale, parce que récemment, une école genevoise a fait une invitation à Enzo Mari, designer très important des années 60, et ce designer, Enzo Mari, très peut-être provoquant, a insulté de manière assez concrète les étudiants en les traitant d'imbéciles. Je schématise évidemment, mais peut-être à dessein, puisque au fond ça rejoint ce que j'ai envie de dire finalement, dans le but de leur mettre en évidence au fond l'impossibilité dans laquelle ils se mettaient en suivant des enseignements de design, en stipulant tout simplement une chose, c'est qu'au fond, contrairement à lui, ils allaient devoir se battre contre à peu près 6 millions de personnes pour exister, alors que lui devait se battre devant à peu près une quinzaine, une vingtaine de personnes. Au fond, la temporalité entre les années 60 et 2000, la mode, ou quelque part la prolifération, quelque part l'envie de travailler dans le domaine de l'architecture, du design, de l'urbanisme, de toutes ces postures, au fond, de création, mettait en évidence que selon lui, évidemment c'est pas forcément un point de vue que je partage, mais c'est une question que je vais poser à vous, il était impossible de pouvoir générer de la qualité avec 4 millions de personnes qui, au fond, essayaient de se contredire, ou voire même de s'associer dans le cadre de projection, de démarches créatives. Et là, quelque part, la question me vient à l'esprit en fonction de ta posture, celle que tu as d'être, au fond, toujours une sorte de préposé, une sorte de référent, une personne qui se met toujours en avant, quelque part, pour donner l'image pour les Suisses, une sorte de Finkelried, une sorte de personnage fort, propre à défendre un point de vue, et à se mettre un peu au centre d'une démarche, et ça a été dit tout à l'heure, en se substituant même à des activités ou à des personnages culturels ou politiques. Serait-il possible, selon toi, d'imaginer que cette méthodologie que tu transmets, que tu diffuses,
puisse être d'une certaine mesure valorisé, suivi par d'autres, et de retrouver dans une quinzaine d'années devant plusieurs personnes ayant cette posture, c'est-à-dire de la centralité absolue, de revenir en quelque sorte à cette notion d'architecte prépondérant, revendiquant même à la limite le droit de parole vis-à-vis d'un politique. Serait-il possible, selon toi, d'imaginer ceci? On serait-tu satisfait? Il ne faut pas qu'il y ait malentendu sur la position que j'occupe. Il s'agit, j'ai essayé de raconter simplement d'un rapport, c'est presque un jeu de rôle dans un rapport contractuel, c'est-à-dire c'est une façon de jouer son rôle par rapport à une commande. C'est pas comment dire ça, c'est une façon de parler librement, parce que c'est le rapport qu'on doit d'une certaine façon à celui qui vous confie la responsabilité d'un projet. Quand les élus de Nantes vous confient la responsabilité d'une certaine façon de ce territoire, pour dire comment vous le voyez, comment vous en envisagez la transformation, qu'est-ce que vous feriez là. Il faut aussi à un moment donné qu'on puisse répondre à cette question. C'est-à-dire, et y répondre en ne disant pas d'une façon dogmatique, justement. C'est-à-dire en le disant sous forme d'hypothèses, mais d'hypothèses auxquelles on croit tant soit peu et qu'on défend pour qu'elles puissent se réaliser. Quand je racontais à chaque fois qu'on allait sur le terrain avec le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, pour parler du projet, on se promenait sur place. Et on rentrait dans les bâtiments récemment transformés. Il me disait, alors cette maison qui est là, est-ce que vous la démoliriez, est-ce que vous la garderiez? Il faut qu'on puisse avoir une conversation véritablement. Et à ce moment-là, entrer dans la possibilité de cette conversation. De partir en voyage, de voir d'autres choses, d'aller voir Amsterdam, de comprendre que le rapport entre les engagements politiques des uns ou des autres, la vie de la social-démocratie, qui est un sujet qui m'intéressait à cause de son utilité, avec son casque de vélo sous le bras, qui avait attaché son vélo sur le trottoir en bas, qui est rentré, qui m'a dit bonjour, je suis le maire de Genève. C'est une chose improbable totalement. Ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Et il faut bien voir qu'on est face à des gens qui arrivent avec tout un aéropage, des voitures de fonction, des gardes du corps, des attachés, des photographes, je ne sais pas quoi. Et il faut à un moment donné arriver à briser ça. Parce que c'est cette espèce d'armure pour arriver à parler avec quelqu'un. Et donc il faut un tout petit peu dire les choses. Il faut arriver à créer tout simplement l'espace d'une discussion, parce qu'un projet est avant tout une discussion. C'est pas du tout une façon de se mettre à la place des autres, de vouloir. C'est simplement une façon de se dire est-ce que le projet n'ouvre pas un espace de dialogue? Est-ce qu'il n'est pas en soi un espace de dialogue? Est-ce qu'on ne peut pas essayer les choses, les visiter, les corriger, voir ce que ça donne, revenir et se dire qu'elles sont perfectibles et qu'on n'a pas besoin d'en décider une fois pour toutes, qu'on peut aussi les partager et qu'on peut les partager de la manière la plus simple. Et pour ça, il faut juste que s'établisse la possibilité de discuter avec quelqu'un et cette possibilité est tellement rare que parfois, pour arriver à la créer, il faut créer une sorte il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que la plupart du temps, il ne se passe rien. Il y a une espèce des filtres comme ça successifs. Et si vous voulez, je pense que je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée que la méthode de travail qu'on propose, elle se déroule sur la longue distance. N'importe quel projet, même c'est ce qui de quantification, de mesure, c'est pas pour échapper à l'idée que